Dans le chapitre 6e concernant l'exécution de l'obligation, on retrouve une section portant sur la mise en œuvre du droit à l'exécution de l'obligation. Cette mise en œuvre passe par une exigence préalable qu'est la demeure. Le mot « demeure » provient du latin « mora », qui signifie « retard ». La demeure est donc la clé nécessaire afin d'ouvrir les recours mis à la disposition du créancier. Dit autrement, tant et aussi longtemps que le débiteur n'est pas en demeure, le créancier ne peut exercer ses recours. Le dictionnaire de droit privé définit la demeure ainsi: le retard juridiquement constaté du débiteur à exécuter l'obligation. Il ne suffit donc pas que le débiteur soit en retard pour qu'il soit en demeure. Encore faut-il que ce retard soit juridiquement constaté. En effet, il est possible que le retard du débiteur ne dérange pas le créancier. Par exemple, vous avez emprunté de l'argent à vos parents et vous avez convenu de rembourser le 10 janvier. Le 20 janvier, vous ne les avez toujours pas remboursés. Il est possible que votre retard ne dérange pas vos parents. Cela dit, le débiteur peut être en demeure de 4 façons différentes. Dit autrement, il existe 4 façons pour que le retard du débiteur à exécuter l'obligation soit juridiquement constaté. Nous allons étudier à tour de rôle ces différents moyens. Ces 4 façons sont la demeure par les termes mêmes du contrat, la demeure par la demande extrajudiciaire, la demeure par la demande en justice formée contre le débiteur, la demeure par le seul effet de la loi, aussi appelée la demeure de plein droit. Tout d'abord, le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet. La clause en question peut être rédigée ainsi, par exemple. Le client dispose de 30 jours pour payer, après quoi il sera en demeure selon les termes mêmes du contrat. L'article 1594, alinéa 2, prévoit les 3 autres scénarios pouvant conduire à la demeure du débiteur. Parmi ceux-ci, on retrouve la demeure par la demande extrajudiciaire. Ce procédé est souvent source de confusion en raison de son nom. En effet, cette demande extrajudiciaire est également appelée dans la pratique une mise en demeure. Ainsi, lorsqu'une personne affirme avoir reçu ou envoyé une mise en demeure, cette façon de faire constitue en réalité une demande extrajudiciaire dont les exigences particulières, prévues à l'article 1595, feront l'objet d'une capsule à part entière. Le débiteur peut aussi être en demeure par la demande en justice formée contre lui par le créancier. Cette façon de faire peut parfois être justifiée par l'urgence. Le droit d'action du créancier sera par exemple bientôt prescrit. Ce procédé comporte toutefois des désavantages. Puisque l'article 1596 prévoit que la demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que le débiteur n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, confère au débiteur le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande en justice. Si le débiteur exécute son obligation dans ce délai, les frais de la demande en justice seront alors à la charge du créancier. Enfin, la dernière façon est la demeure par l'effet de la loi, aussi appelée demeure de plein droit. L'article 1597 énumère les scénarios où le débiteur sera en demeure par le simple effet de la loi, d'où le nom de demeure de plein droit. Dès lors, si un de ces scénarios se présente, le débiteur sera alors en demeure. Le premier scénario est celui où le débiteur devait exécuter l'obligation dans un certain temps afin qu'elle soit utile au créancier. La robe de mariage n'est plus utile à la créancière si le couturier la livre le lendemain de la célébration. De même, si l'université organise une journée porte ouverte et commande d'un traiteur un buffet pour les 300 invités pour le lunch à midi. Si le traiteur arrive avec le buffet à 14 heures, alors que tous les invités sont repartis, l'exécution de l'obligation n'est alors plus utile pour l'université. Le débiteur peut également être en demeure par le simple effet de la loi lorsqu'il ne s'exécute pas et qu'il y avait urgence. Le caractère urgent de la situation est une question hautement factuelle. Le débiteur est également en demeure par le simple effet de la loi lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire. À titre d'exemple, une personne vend son restaurant et s'engage à ne pas ouvrir un nouveau restaurant pour les 4 prochaines années. Si le vendeur ouvre un nouveau restaurant, il ne respecte donc pas son obligation de ne pas faire.
Il est alors en demeure par le simple effet de la loi, sans nécessité de formalité additionnelle. De la même manière, une personne s'était engagée auprès de son voisin à ne pas construire de garage sur son terrain et en construit tout de même un. Ce débiteur manque à une obligation de ne pas faire. Le débiteur est en demeure de plein droit dans ce cas, car il ne peut de toute façon remédier à son défaut. Le débiteur est également en demeure par le simple effet de la loi lorsqu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation. Le débiteur est également en demeure par le simple effet de la loi lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation. Le débiteur est également en demeure par le simple effet de la loi lorsqu'il refuse ou néglige d'exécuter de manière répétée une obligation à exécution successive. À titre d'exemple, vous engagez un entraîneur privé et celui-ci arrive en retard à chacune des séances. Soulignons qu'il revient au créancier de prouver que le débiteur est en demeure de plein droit. Pour cette raison, en pratique, le créancier peut également envoyer une demande extrajudiciaire au débiteur s'il n'est pas certain de pouvoir se décharger de son fardeau de preuve à cet égard. Existe-t-il d'autres scénarios de demeure de plein droit? À cette question, il faut répondre oui. Dans un article fort intéressant, un auteur démontre que l'incompétence manifeste du débiteur peut également le mettre en demeure de plein droit. De même, les tribunaux ont statué qu'à l'expiration du délai de 60 jours pour payer, l'assureur était en demeure de plein droit. Nous venons de voir les 4 façons dont un débiteur peut être en demeure. Étudions maintenant les effets de la demeure. Nous avons déjà vu que la demeure est un préalable à l'exercice des droits du créancier. Il a donc pour effet de mettre à la disposition du créancier différents recours. Forcer l'exécution en nature de l'obligation, obtenir la résiliation du contrat, obtenir la réduction de son obligation corrélative ou encore exercer tout autre moyen légal pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. La demeure détermine le point de départ du calcul des dommages moratoires, c'est-à-dire les dommages découlant du retard dans le versement d'une somme d'argent. De la même manière, la demeure détermine le point de départ du calcul des dommages compensatoires, c'est-à-dire les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans le versement d'une somme d'argent. Exemple, en raison de la mauvaise exécution des travaux, j'ai dû retenir d'urgence les services d'un électricien ou encore, j'ai dû engager un gardien de sécurité afin de prévenir les risques d'accident. De la même manière, la demeure a pour effet de transférer au débiteur les risques de perte pouvant résulter de la force majeure. Voilà qui complète l'étude de la demeure.